Salut à tous, salut, soyez les bienvenus dans la voie de l'entrepreneur, comme d'habitude. Hyper heureux de vous retrouver pour cet épisode version 2024. D'ailleurs, je crois qu'on peut encore se le dire, hein, alors bonne année à tous. Bonne année, Raph, comment ça va ? Bah écoute, ça va super Gab, ça va super. Voilà, juste j'ai vu dans les stats qu'il y a quand même plein de nos auditeurs qui nous like, qui nous commentent, qui écoutent notre épisode, mais ils ne sont toujours pas abonnés. Donc s'il vous plaît, Ouais, non mais attends, carrément, on a besoin de vous là, venez nous soutenir, venez nous donner un petit follow, un petit partage ou même un petit like voilà, sur les réseaux. On en a grave besoin, voilà, que ce soit sur LinkedIn ou même Instagram. On a du contenu hyper sympa et puis ça nous aide énormément. Et puis notez-nous aussi sur les plateformes de streaming, on est de partout. On vous remercie pour ça, vraiment. Et je suis très très content, et tout particulièrement aujourd'hui, parce que notre invitée pour cet épisode, elle va, je pense, beaucoup vous inspirer. Elle est jeune, elle est fraîche, elle est dynamique, elle a beaucoup de talent et promis, elle nous a pas payé pour qu'on dise tout ça. On vous la présente juste après le jingle. 1, 2, 1, 2, Gab, tu me reçois? Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Raphaël. Et moi, c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré, car la voie de l'entrepreneur commence maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration pour vous guider dans votre futur. Bon bah, Raph, je crois qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. C'est parti, nous voilà, et notre invitée, c'est Elisa Kahn. Salut Elisa, bienvenue. Salut, merci beaucoup. Quelle intro! Écoute, on est trop ravis de t'avoir, on est super ravis de t'avoir dans cet épisode. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, entre tes 1000 rendez-vous à travers le monde. Merci beaucoup à vous. Alors, tu vas nous partager, voilà, et surtout, avec vous, chers auditeurs, ton parcours de jeune entrepreneuse, des bancs de la fac, comme on dit, jusqu'à ton petit bijou Squaded, en passant évidemment par L'Oréal. Hem Tu vas nous raconter et nous partager tes meilleurs conseils et toutes tes astuces pour tous nos jeunes et moins jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer. Mais d'abord, Elisa, comment ça va? Bah, ça va très bien, je suis très contente d'être, avec vous et de partager. Puis ouais, j'ai beaucoup aimé l'intro. Eh ben génial, ça promet un bel épisode en tout cas. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un peu rapidement à nos auditeurs et puis voilà, nous expliquer brièvement les étapes clés de ta carrière professionnelle? Bien sûr. Alors, je m'appelle Elisa, j'ai 28 ans. Je suis française, je suis née en France, mais je suis aujourd'hui en Israël. J'ai fait une école de commerce et grâce à cette école de commerce, j'ai participé à un grand concours, par L'Oréal, qui est organisé par L'Oréal chaque année. J'ai participé à ce concours et grâce à ça, bah, j'ai été, repérée, si on peut dire repérée par L'Oréal, où là, j'ai bossé là-bas pendant 3 ans. Et j'ai été, brand manager, donc j'ai géré des marques comme, Garnier, L'Oréal Paris ici en Israël et ensuite j'avais toujours ce rêve de devenir, entrepreneuse, je sais pas si ça se dit comme ça, au féminin. En tout cas Les 2 se disent. entrepreneur, voilà, entrepreneur avec un E Ouais. et c'était toujours un rêve pour moi, même quand j'étais à L'Oréal, j'adorais, v initier de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles technologies et je vous raconterai ça un peu plus tard et donc j'ai décidé de poursuivre, mon rêve et au bout de 3 ans de créer, ma propre start-up, qui s'appelle Squaded. Donc Squaded, c'est une plateforme, de social commerce. Social commerce, c'est un terme qui est très trendy, très à la mode en ce moment, mais en gros, on permet aux marques de développer leur communauté et leur plateforme. On a une plateforme d'ambassadeurs pour créer une communauté d'ambassadeurs qui leur permet de promouvoir leur marque, mais aussi de générer une nouvelle channel de vente par leurs vendeurs, mais aussi par leurs clients les plus fidèles, par leurs micro-influenceurs. Donc vraiment développer une communauté de marques. Bon, très bien, très bien. Voilà, Elisa, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mon petit mot personnel, très, très, très heureux de t'avoir ici. Voilà, on peut le dire à nos auditeurs, ça fait quand même pas mal de temps qu'on se connaît, ça fait 15 ans. Voilà, tu as Ouais, toujours été c'est vrai. un peu la plus grande de nous tous, avec beaucoup, beaucoup d'inspiration, toujours la référence pour avoir certains conseils. Ça fait Donc, plaisir, merci beaucoup. voilà. Donc, évidemment que quand on a eu l'idée de lancer ce podcast, tu étais l'une des premières sur la liste. D'ailleurs, tu es la première qu'on a contactée. Je suis super heureuse, ça me fait vraiment, ça Et me touche, voilà. je suis très flattée. Et voilà, donc voilà, très, très heureux de t'avoir.
Moi, je viens de faire connaissance avec toi, Elisa, il y a quelques jours, mais je suis aussi content que Raph de t'avoir évidemment sur le podcast et puis voilà donc on est trop content de t'avoir, on l'a dit. Alors voilà, le but, c'est toujours le même, hein, pendant les prochaines minutes, on va évidemment discuter de tes expériences acquises, de ton rôle, de tes rôles chez L'Oréal et puis, surtout de Squaded. Et puis on garde la même devise, on va découvrir plein de choses, en apprendre, s'inspirer, discuter et surtout passer un bon moment. Est-ce que ça te va? Ah, ça me va, parfait. C'est Bon parfait. programme. Alors on va mettre les pieds dans le plat directement et on va foncer dedans. Bah, déjà pour toi, c'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat? Et puis ça veut dire quoi avoir une mentalité d'entrepreneur? Alors, définition de l'entrepreneuriat, bah, pour moi, personnellement, c'est déjà une définition, c'est un rêve. Moi, j'ai toujours été, alors que ce soit à L'Oréal ou quand j'étais à la fac ou même quand j'étais à l'école, j'avais toujours ce caractère un peu de prendre les projets, de prendre les devants dès qu'il y avait un projet de groupe. C'est dans mon caractère. Même si on s'est souvent un peu moqué de moi en me disant: «Ah, c'est toujours, laisse-nous un petit peu», toujours quand on faisait des travaux comme ça, des projets de groupe, j'ai toujours aimé prendre l'initiative, essayer de trouver des choses qui sont aussi créatives. Moi, j'ai toujours eu ces 2 passions-là qui est, bah, prendre les projets, que ce soit à l'école, à la fac, mais aussi toute la créativité. J'adore dessiner, j'adore peindre, voilà, Raphaël, le sait, j'adore tout ce qui est lié à l'art. Donc c'était pour moi une façon d'allier et la gestion de projet, donc mettre des choses, les créer un peu de zéro et cette, créativité-là, comment amener des choses complètement nouvelles, innovation dans les projets. C'est pas juste mettre en place, de 0 et mettre en place quelque chose, mais amener cette créativité-là. Donc ça, c'est ça pour moi l'entrepreneuriat et c'est pour moi aussi la réalisation un petit peu d'un rêve ou d'un projet, c'est toujours, on parle d'entrepreneuriat comme quelque chose qui a l'air un peu, hors de portée des fois et se dire: «Bah, j'y vais, je me lance». Moi, pour moi, c'était quand j'étais à L'Oréal où je me suis dit: «Bah, je suis jeune, je le tente, c'est un rêve à réaliser». Donc c'est pour moi, c'est Ouais. ça pour moi l'entrepreneuriat. Ouais, tellement de passion, je pense que, franchement Gab, je crois que c'est la plus belle, la plus belle description d'entrepreneuriat qu'on a entendue. Ah ouais, c'était bien, c'était complet. Ça s'annonce bien en tout cas, on est trop content. Alors tu nous l'as dit, voilà, dès ta sortie de la fac, tu décroches un poste donc chez L'Oréal. Pas ouf comme premier job, mais Il y a pire. non, en vrai, on est curieux de savoir, mais comment on décroche un job chez L'Oréal juste après la fac? Comment tu fait? C'est quoi ton secret? Alors, l'histoire elle est un peu drôle parce que, il y avait un projet. Moi, j'ai vu qu'à la fac, il y avait plusieurs projets avec, la chance d'être dans une, bonne école de commerce et qu'il y a un vrai network et ça, c'est quelque chose d'important, souvent, ce que je dis et que j'ai pas moi-même, je l'ai pas assez, je pense profité, c'est quand on est dans une école de commerce, c'est pas uniquement les cours, mais aussi profiter du network, donc évidemment des étudiants qui sont avec nous, ça c'est Et plutôt des c'est soirées ça étudiantes? voilà, des soirées étudiantes, des clubs, des projets. Alors, ils vont souvent amener, des marques, des PDG de grandes boîtes, donc vraiment profiter de ces opportunités-là et moi, je le dis honnêtement, j'ai pas assez profité et dans les rares fois où j'en ai profité, ça m'a servi donc je me dis, «Si c'était à refaire, je le referais encore mieux» et donc j'arrive en dernière année, et là, on me dit: «Bah, tu dois choisir un projet de fin d'année», heu et je vois qu'il y avait ce projet avec L'Oréal, donc forcément, boîte de cosmétiques, je me dis que ça va être très intéressant au moins de faire un projet sur un sujet qui me parle beaucoup, donc je me lance dans ce projet-là. Il faut savoir que quand moi je me lance dans des projets, j'y vais à fond. Donc Ouais, je voilà, je vais pas à réfléchir, si, quand on m'a dit en plus c'est Brainstorm, donc c'est une compétition que lance, L'Oréal chaque année pour tous les étudiants du monde, donc tous les pays peuvent participer participer. Mmh. voilà, peuvent participer. Nous, à la fac, c'était un projet, ça comptait comme un projet aussi, d'études, donc j'en ai, profité et je me suis dit: «Bah, je le fais». Donc on s'est inscrit avec 2 copines. Il faut être un groupe de 3 personnes pour le faire. On s'est inscrit avec 2 copines et on s'est donné un fonds. Il faut savoir que c'est un projet comme c'est une compétition internationale, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape, la finale, à l'école, à l'université. Après la
finale du pays, donc nationale, après la finale internationale, donc il y a plein d'étapes. Je travaille, sur ce projet-là, vraiment je donne tout, on donne tout avec mon équipe. On a travaillé des nuits entières sur ce projet, alors faut savoir c'est un projet de la fac quoi, donc c'est pas j'avais pas tellement besoin de travailler dessus, mais c'était vraiment cool, comme projet et on va pour donc la finale de l'école et bah, je perds. On a perdu, on n'est même pas passé la première étape. Donc c'est pour te dire que c'est pas forcément, les gagnants, ouais, j'ai eu de la chance, j'ai gagné, toutes les étapes. Non, non, j'ai perdu juste, au Ouais, premier round, quoi. Donc on était très déçus, mais comme on avait quand même beaucoup investi dans ce projet, bah, je suis allée directement voir, ma prof à l'époque et lui dire: «Bah, on a beaucoup investi dans ce projet, donc j'aimerais juste avoir du feedback pour pouvoir m'améliorer pour bien mes sûr. prochains projets et cetera. Donc est-ce que tu peux me partager le feedback?» Et là, elle me partage le feedback et elle me dit: «Bah, justement, en parlant avec, L'Oréal, c'est les personnes, qui travaillent à L'Oréal sont les juges de cette compétition. Bah, ils m'ont Mmh. demandé ton CV». Donc ils m'ont demandé Waouh! tout CV. Alors moi, j'étais très surprise, hein, je me suis dit: «Bah, je suis perdue quoi», je pensais pas et Ouais, ils m'ont carrément. demandé ton CV et en fait, c'est justement, encore une fois, pour revenir à cette idée d'opportunité-là, de club, faut savoir, aussi, surtout quand on est école de commerce, bah, venir se mettre en valeur, montrer ce qu'on est capable de faire et moi, bah, comme j'étais passionnée par le projet et c'était vraiment cool, bah, on a Ça parlait de quoi ce projet d'ailleurs? alors, chaque année, c'est une nouvelle compétition. Chaque année, c'est une nouvelle compétition. Moi, l'année où je l'ai faite, fallait inventer une nouvelle catégorie de produits cosmétiques pour les hommes. C'était très OK. compliqué, c'était très compliqué. Pour la petite anecdote, moi, notre projet à la fin, c'était de créer une ligne de produits pour la barbe et ce qui est très rigolo, c'est que 6 mois ou 1 an après, L'Oréal ont très j'imagine que ça n'a aucun lien avec ce qu'on a fait, mais c'était juste pour dire, j'étais très contente quand 1 an après, j'ai vu que, bah, ils avaient vraiment créé une ligne cosmétique Ah, c'est pour tout génial! ce qui est, produits de la barbe. C'est Donc génial. ça, c'est cool et OK. d'ailleurs aujourd'hui, je suis mentor dans ce projet-là, donc j'aide les étudiants qui participent à ce projet, de Dans cette même à fac. voilà, dans cette même fac. Trop bien. Voilà, je les accompagne et l'année La dernière, boucle est bouclée. voilà, l'année dernière, c'est un groupe que j'ai, mentoré qui est arrivé en finale, finale nationale, donc j'étais vraiment Waouh! ils sont pas passés à la finale internationale, mais finale nationale, donc j'étais vraiment très C'est contente. trop bien, félicitations, c'est génial. Merci, merci, c'était C'est vraiment cool. génial. Trop, trop bien, trop, trop bien. Donc à ce moment-là, on prend ton CV, c'est ça? Donc ta prof te dit: «Voilà, écoute, ils ont récupéré ton CV» et ensuite comment ça se passe? On t'appelle, ou? Alors comment ça se passe? Bah, on m'a appelé, voilà, il m'a dit: «Voilà, on demande ton CV». Ils m'ont appelé, ils m'ont dit: Va falloir venir, à un entretien d'embauche». Il faut savoir que c'était une des premières fois que je faisais un entretien d'embauche, donc j'étais super stressée. J'étais super stressée, je m'étais pas tellement préparée, j'étais encore étudiante, c'était pour un job d'étudiante, donc j'étais, au début, enfin, en début, milieu d'année, donc c'était la première fois que j'arrivais. Après, j'étais quand même je connaissais j'avais beaucoup travaillé sur le projet en lui-même, bah, je connaissais déjà énormément sur l'entreprise. J'avais beaucoup Ouais. appris sur les marques, sur leur challenge marketing, donc moi je postulais pour un job d'assistante marketing. Donc je suis arrivée avec quand même pas mal d'informations que je connaissais déjà en fait, parce que j'avais justement travaillé sur ce projet, j'avais beaucoup travaillé sur ce projet. Heu, Après, j'ai utilisé, ce que j'avais appris à la fac, j'ai essayé d'adapter ce que j'avais appris dans mon projet et l'avantage de faire des projets comme ça aussi, c'est qu'on peut les utiliser. J'avais pas d'expérience et souvent c'est très difficile de trouver son 1er job quand on n'a pas d'expérience. Ah ouais, il y a beaucoup de nos Donc auditeurs qui arriver vont se voilà. retrouver là-dedans, à mon avis. C'est vrai Donc que c'est trouver pas son évident. 1er job quand on n'a pas d'expérience, c'est pas évident. On a besoin de redoubler d'efforts pour montrer qu'on est capable. L'avantage, c'est qu'on est souvent très motivé, donc c'est une des choses que j'ai montrées et la deuxième, c'est quand on fait des projets à la fac, des gros projets, souvent sur des situations réelles. Donc moi, par exemple, c'était sur L'Oréal, mais aujourd'hui, de plus en plus, la les écoles, les universités vont donner des vrais projets. On peut l'utiliser et c'est très important d'utiliser, même le dire, hein, ouvertement, de dire: «Je n'ai pas d'expérience, mais j'ai fait un vrai projet sur lequel j'ai travaillé, j'ai appris sur l'entreprise, j'ai appris sur les challenges, sur les différents enjeux Mmh. qu'a l'entreprise aujourd'hui et donc je vais utiliser cette expérience pour répondre à vos questions» et le dire ouvertement et moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu la chance après d'être interviewée par ce qui allait être ma boss et mon mentor, ensuite, qui a tout de suite compris et qui m'a posé des questions sur ces sujets-là. Donc c'est même si on n'a pas d'expérience, justement utiliser des projets, voilà, des projets de fac ou même des projets perso, mais qui vous tiennent
énormément à cœur, où vous allez parler de passionné, où vous avez beaucoup appris, bah, c'est super important quand on cherche en tout cas son premier job. Ça marche pas à tous les coups, mais quand on parle, sur des projets comme, voilà, le marketing, finance, des choses comme ça, c'est très important. Alors tu soulevais un point à mon avis qui est intéressant à en parler rapidement. Tu disais: «On n'a pas si on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est important de montrer qu'on est motivé». Alors Ouais. ça, je suis sûr qu'on l'a tous entendu, et je m'adresse surtout à nos auditeurs qui sont, bah, très clairement comme Raph et moi. On n'a pas énormément d'expérience et on a aussi envie d'avoir un job. OK, on veut bien montrer qu'on est motivé. Mais ça veut dire quoi montrer qu'on est motivé? On arrive en disant quoi? Évidemment, on est motivé, mais d'un côté, ce qu'on veut, bah, c'est quand même commencer à gagner notre vie, commencer à être un petit peu plus indépendant. C'est quoi les clés de dire, pour de la motivation? Alors, je vais te répondre, moi, quand j'ai fait mon interview, chez L'Oréal, et aujourd'hui, en tant, qu'employeur, je vais dire, quand je vais faire une interview à quelqu'un, heu, motiver, c'est montrer qu'on a la niaque, et ça veut dire, je vais interviewer des personnes qui vont juste me répondre à la question à laquelle je pose. Donc je vais leur poser une question, ils vont me répondre: «Oui, j'ai fait ça, ça et ça», et j'ai des personnes qui vont me montrer, qui ont pas forcément les connaissances, mais qui vont montrer qu'ils sont prêts à faire des choses, heu, en plus. Des choses en plus. Alors c'est pas forcément me dire: «Oui, je vais travailler, jusqu'à des heures incroyables». Non, c'est Ouais, d'avoir la petite idée en plus. C'est d'avoir le petit la petite étincelle qui va me montrer que il est prêt à faire quelque chose en plus, ou il est prêt à me montrer qu'il y a des choses peut-être que j'ai pas pensé, ou à amener sa créativité, ou à montrer, par exemple, qu'il peut amener, des de connaissances, pas forcément d'expérience, mais de choses qu'il a fait à la fac, et qui peut m'apporter cette chose-là. Je pense que ça, c'est très important, et aujourd'hui, en toute honnêteté, quand je vais interviewer une personne, ça va dépendre évidemment que sur quel type de profil, mais je vais préférer une personne qui va me montrer qu'elle a la niaque, qui a cette force-là, qui veut travailler, qui est, hands-on, plutôt qu'une personne qui a les connaissances, mais qui vient juste répondre à ma question. Parce que derrière, je sais qu'une personne qui a la motivation, qui veut apprendre, va apprendre beaucoup plus vite. Si on parle de learning curve, bah, la learning curve, elle va rien elle va rien avoir elle a rien à voir avec une personne qui a déjà les connaissances, mais qui est prêt à faire, voilà, juste ce qu'on lui demande de faire, et ça, c'est une vraie différence, et je pense que c'est ça qu'il faut montrer. Alors c'est super intéressant, tout ce sujet-là de recrutement justement, on en parlera, par la suite quand on arrivera, du coup à Squadid et au moment où tu nous dévoileras tous tes secrets justement, comment est-ce que tu, recrutes des personnes. Mais avant tout, donc en arrivant chez L'Oréal, pour revenir à L'Oréal, quel Mmh. est ton poste? Enfin, comment est-ce que ça se passe concrètement? Quel est ton poste? Comment est-ce que tu évolues là-bas? Voilà, raconte-nous un peu, même si tu as aussi, je sais pas, deux trois projets, deux trois clients que tu as eu, des petites histoires. Bien sûr. Alors, à L'Oréal, en 3 ans, j'ai fait pas mal de postes. Alors je suis Dis-moi, arrivée, dis-moi. c'est l'avantage aussi, l'avantage et l'inconvénient de rentrer dans des grosses boîtes. Quand je suis arrivée à L'Oréal, j'étais assistante marketing. C'est super parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire. J'étais étudiante, ils m'ont dit, donc j'étudiais la moitié du temps, et l'autre moitié, bah, je travaillais pour eux, et l'idée, c'était d'aider où on avait besoin de moi. Donc comment ça marche chez L'Oréal? Il y a plusieurs marques, ils ont, une trentaine, quarantaine de marques. Chaque marque est gérée comme un business, et chaque, petit business, enfin petit, non, même gros business, a son brand manager. Donc comment on va dire ça? J'ai le chef de projet de la marque, ouais. et en fait, comme j'étais assistante marketing, bah, j'aidais tous les chefs de projet quand ils en avaient besoin. Donc quand il y avait un projet pour une marque de make-up, ils me donnaient: «OK, faut que tu fasses ça». Quand il y avait pour les marques de, par exemple, shampoing, bah, moi j'avais fait plein de types de projets. Donc c'était sympa parce que ça m'a permis de découvrir pas mal de différents types de projets, mais aussi différentes marques. Mais d'un autre côté, c'était difficile parce que voilà, quand on me demandait, «Présente-toi», je savais pas exactement quoi dire. Souvent on dit: «Bah, je suis, voilà, je gère cette marque-là, moi je suis, voilà, responsable, finance de cette marque», et moi j'étais pas, j'aide où on a besoin de moi. Donc c'était vraiment, tout en bas de l'échelle, Ouais. aider, où j'avais besoin. Après, donc ça, j'ai commencé comme ça, et j'étais étudiante, donc j'étais à mi-temps. Après donc quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler full time là-bas, et on m'a mis assistante
marketing, mais sur des projets un peu plus, clairs, donc c'était que sur les marques de make-up. Donc on essayait, un des projets que j'ai fait, que j'ai aidé à faire, c'était d'essayer d'amener une marque qui existait qui n'existe pas en Israël, voir si c'était faisable de l'amener en Israël. Donc ça, c'était très intéressant parce que j'ai dû essayer de comprendre comment la marque marche, les, essayer aussi de comprendre, bah, l'audience en Israël, elle est Ouais, c'est différente, donc des études voilà, de comprendre marché et des cetera. études de marché, alors ça partait d'études de marché, évidemment des documents, essayer de chercher, de faire des études avec des personnes, mais aussi aller dans des magasins et essayer de voir, de comprendre, de parler à des gens. C'était vraiment, parler à des gens, voir: «OK, pourquoi vous êtes dans ce magasin? Qu'est-ce qui vous intéresse?» Mmh. C'était, Là, tu es ce dans un là, niveau-là. tu dans un job qui t'intéresse beaucoup. Alors, je suis dans un job qui m'intéresse beaucoup, mais je fais plein de types de projets. Il y en a qui sont intéressants, il y en a, il y Ouais. avait des jobs, où, j'avais des listes je vous dis, un exemple où il y avait des formules, donc chaque produit a un formule. Imaginez quand vous lancez une marque de rouge à lèvres qui a, 80 couleurs de rouge à lèvres ou 80 couleurs Ouais. de fard à paupières, bah, fallait trouver les formules de chaque fard à paupières et ici, il y a tout des faut le faire passer, au ministère de la santé, donc faut avoir remplir des documents, donc ça, c'est pas fun du tout, mais Ah bon, ouais, faut bien commencer quelque part. Donc bien c'était fun sûr. et il y avait des trucs sympas, mais il y avait aussi je faisais beaucoup de, bah, j'étais assistante marketing, quoi, dans les jobs, que personne ne voulait faire, bah, je les faisais. Donc voilà, donc les 80 couleurs de fard à paupières, je les connaissais par cœur. Mais ça voilà, ça permet de Raph commencer aussi, comme il les ça. connaît par cœur d'ailleurs, je crois. Ouais. C'est rentré comme ça. Mais par exemple, grâce à ça, bah, donc j'ai essayé d'optimiser donc c'était avec des fichiers Excel. Imagine, il y avait, plein de types de rouge à lèvres, plein de types de fard à paupières. Donc moi, j'ai toujours bien aimé faire des analyses Excel et cetera et ils ont vu que, bah, je gérais quoi sur Excel. Donc grâce à ça, ils m'ont dit: «Hop, ah bah, c'est pas mal finalement. Tu as l'air de te débrouiller sur les formules Excel. On peut te filer, il y a des présentations à faire le je sais pas, un grand manager, est-ce que je peux te donner une analyse à faire? Donc au Ah, fur et à donc là, tu mesure, on m'a passes un donné petit des step projets. déjà. Voilà, Ah ouais. on a vu que je pouvais faire d'autres choses. Donc là, on a commencé à me donner des projets, donc toutes les analyses de marché, il y a des grandes présentations chaque année où il faut présenter, à L'Oréal Monde, ce qui a été fait dans l'année. Donc on m'a dit: «Bah, tu as l'air de gérer, est-ce qu'on peut te donner voilà, il y a des analyses à faire et cetera». Donc là, j'ai commencé à faire des choses, un peu plus, un peu plus importante, disons, un peu plus Mmh. importante, jusqu'à qu'on me dise: «Bon, je pense que c'est OK pour que tu gères une marque» et là, on me dit: «Bah, tu sais quoi? Tu vas pas gérer une marque, tu vas gérer 2 marques». OK, Ouais, rien que ça, rien que OK. ça. Donc on me dit: «Tu vas gérer la marque, Garnier, Garnier Skincare». Donc tout ce qui est, Garnier, il y a plusieurs types. Il y a les couleurs, les teintures pour les cheveux, il y a les déodorants, il y a tous les produits pour la peau. Donc moi, je vais m'occuper de Garnier Skincare et de la marque L'Oréal Paris Skincare aussi. Donc pareil, les 2 marques de skincare, Garnier qui est plus pour les jeunes et L'Oréal qui est un peu plus pour les peaux plus matures, donc il y a des produits anti-âge et cetera. Donc je me suis occupée de ces 2 marques-là. On m'a lancée dans cette marque, c'était hard, mais c'était Ouais. super, super intéressant. Puis c'est hyper formateur en plus, je suppose. Ouais, c'est hyper formateur. En plus, c'est 2 cibles complètement différentes. C'est 2 produits, même si c'est la même catégorie, c'est les produits de la peau, c'est c'est très différent et un des challenges qui m'a été donné et qui était vraiment je pense que ça a été un trigger pour, ma vie après d'entrepreneur, c'était, on m'a dit, bah, à l'époque, on me disait: «Garnier, c'est censé être une marque pour les jeunes» et au moment où je suis rentrée, pour manager Garnier, elle était assez, old. Elle était old fashion. Elle avait un peu perdu de son alors je vais utiliser des mots en anglais, hein, mais de son edge, de sa spécialité. On voulait vraiment parler à une audience qui est plus jeune, essayer d'utiliser des formats qui sont plus jeunes pour, rajeunir la marque et ça, c'était un des challenges quand je suis rentrée dans la marque. Ils m'ont dit: «C'est ton challenge, comment tu vas réussir à rajeunir la marque?» Et donc un des projets, qu'on a mis en place et je pense que ça a été, ça doit être, quelque part, au fond de voilà, quelque part dans ma tête, je me suis dit, enfin pas je me suis dit avec mon équipe et avec l'équipe que j'avais, on s'est dit: «On va lancer un format, ambassadeur, un format influenceur». C'était moins commun à l'époque aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, OK, un C'était en influenceur, quelle c'est année pas ça d'ailleurs? c'était en 2017? D'accord. 2017-2018. Donc on va faire un format influenceur, mais c'est pas juste une influenceur, on va faire du vlog.
Donc c'était, les débuts, les vlogs, il y avait plein de sortes de vlogs. On va prendre une influenceur et là, on a fait un partenariat avec, une grosse influenceuse qui est aussi une actrice. On lui a dit d'ailleurs elle est très rigolote, elle est connue pour être très rigolote et on a mis en place un format, donc c'était en partenariat avec YouTube, avec Google, donc on a mis pas mal de choses et ce qu'on a fait, c'est on a dit à cette actrice-là: «Ce qu'on va faire, c'est on va faire du vlog, mais bon, le vlog, c'est déjà vu. On va faire comme si que c'était la première fois que tu voulais te lancer au vlog, mais tu ne sais pas du tout comment ça marche. Donc tu vas être une, vlogueuse, Un côté un petit débutante». peu marrant, Exactement. OK. Une vlogueuse débutante et là, on a mis en place aujourd'hui, quand je vous le dis, ça a l'air, bon, tout le monde fait ça, mais des formats story, des stories qui menaient vers des longs YouTube, donc Ouais. plein de formats vidéo, mettre en place faire du placement de produits dans des vidéos, mais pour que ce soit, assez subtil, pour que ce soit aussi assez drôle, donc que ça parle à une audience qui est plutôt, à une cible qui est jeune. Donc elle essayait de mettre, par exemple, nous on devait vendre un masque pour la peau, bah, elle le mettait, elle savait pas le mettre, elle faisait n'importe quoi, donc elle OK. essayait de jouer avec la caméra. Donc tout ce projet-là, ça c'était un projet que j'ai C'est cool qu'elle adoré ait faire. accepté de faire un truc comme ça en plus. Bah, après évidemment, c'est des partenariats, c'est des C'était contrats, qui c'est des choses comme d'ailleurs? ça. C'est évidemment, c'est une grande actrice, elle est connue, elle participe. On utilise aussi sa notoriété à elle. Elle joue dans plein de, elle joue dans plein Évidemment, ouais. de films. Elle s'appelle Maggie, je sais pas si vous connaissez, en tout cas, elle est très très connue en Israël, qui s'appelle Maggie Azarzar. Elle joue dans plusieurs séries et nous, on a créé ce concept qui s'appelait Magic Maggie. Donc Magic Maggie, elle avait son petit intro et elle faisait son vlog, débutante où elle se plantait à chaque fois. C'est très rigolo et on avait plein de types de formats vidéo. Donc c'était une des premières fois qu'on lançait une des campagnes qui était, faut savoir que jusqu'à cette époque-là, la plupart des campagnes, c'était à la télé et là, on a Ouais. dit: «On va faire une campagne qui est, quasiment à 80 sociale». Donc c'était du YouTube, du Instagram et comment on peut utiliser la notoriété et des formats qui sont intéressants, qui sont, engaging, qui sont engageants avec une cible plus jeune. Donc ça, c'était un des projets que j'ai adoré faire, chez Garnier et c'était vraiment très, très cool et ensuite, juste avant que je parte, on m'a dit: «Bah, écoute, 2 marques, tu as l'air de gérer, donc on va donner une troisième. On voudrait que tu lances une troisième marque en Israël» et donc là, on m'a donné à lancer, Men Expert. Donc la marque, justement, j'avais fait mon projet, à la fac sur les produits pour, voilà, lancer une gamme pour les hommes. On m'a dit: «Bah, tu vas devoir le lancer» et Jackpot. j'ai participé voilà, donc j'ai participé au lancement de la marque et j'ai quitté juste après, au début quoi, au tout début du lancement, pour lancer, Squaded. Ouais, c'est formidable, c'est formidable. Donc voilà, du coup, après 3 ans passés chez L'Oréal, donc tu deviens une professionnelle du marketing, si je comprends bien. Pour les Ouais, auditeurs ça c'est qui comprennent pas ce que c'est vraiment L'Oréal, enfin, tu peux le témoigner, Lisa, L'Oréal, ouais, c'est c'est le une, leader du marketing. Enfin, ouais, Lidl du marketing. s'il y a une boîte Ouais. où il faut bosser là-bas en tant que marketeur, c'est là-bas. Donc voilà, donc C'est une grosse corporate, ça apprend plein de choses sur le marketing, c'est une très, très bonne école. Après, ça a rien à voir avec le monde des startups et c'est ce que je dis toujours, c'est 2 expériences différentes, mais en termes de marketing, c'est une école, géniale. donc toi, tu décides de quitter L'Oréal. En tête, tu avais déjà l'objectif de monter une entreprise? C'était bien ça? Tu voulais plus être, c'était ça, en fait, le trigger? Alors quand j'étais justement, quand je vous parlais là de cette expérience à la fac, faut savoir en troisième année, on demande, où tu veux te spécialiser et ils venaient d'ouvrir une spécialisation entrepreneuriat. Alors c'était la première fois, on était un peu leur guinea pig, c'était la première fois qu'ils testaient cette spécialisation-là. Moi j'ai dit: «Entrepreneuriat, grave quoi, je me lance». Donc je me suis lancée j'ai fait 1 an de spécialisation en entrepreneuriat. Après, j'ai dit: «Bon, ils ont l'air de tester, ils sont pas vraiment, j'ai l'impression que c'est pas encore finalisé». Donc au bout d'1 an d'entrepreneuriat, je me suis dit: «Je vais quand même tester la spécialisation marketing» et c'est là où j'ai fait le projet L'Oréal. Mais j'avais quand même fait cette année d'entrepreneuriat et c'était une idée que j'avais toujours en tête, j'aimerais ouvrir un jour, start-up ou au moins lancer, ou être dans l'innovation ou d'être dans le high-tech. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Donc ça faisait quand même un moment que je réfléchissais à, lancer une start-up.
je réfléchissais j'aimais beaucoup cette idée-là de utiliser la technologie, pour pouvoir, bah, créer de quelque chose d'innovant, être quand même dans le retail parce que c'est un monde qui me parle énormément, dans le retail, dans le marketing. Donc comment utiliser la technologie pour essayer d'améliorer, améliorer voilà le aujourd'hui c'est L'expérience, l'expérience ouais. exactement, l'expérience, d'achat, alors, aujourd'hui ça a explosé avec TikTok, et TikTok Shop et des choses comme ça. Mmh. Donc, c'est devenu très populaire, mais à l'époque, voilà, quand on a commencé à lancer ces choses-là, c'était déjà quelque chose qui me parlait beaucoup. Ouais, trop bien. Donc il y a quelques années, tu fondes Squaded du coup? En quelle année? En fin 2019, Fin début de 2019? corona. OK. Aïe. Donc, C'était tu vas nous mauvais parler timing. d'ailleurs ouais, bah, tu vas nous le dire d'ailleurs pourquoi, si Mauvais c'était le bon. mauvais Ouais. ou le bon, au final Mauvais on bon, se mauvais bon. ouais, je pourrais pas vous dire. Et alors tu fondes Squaled avec ton père. Ouais. Alors est-ce que tu veux nous parler d'abord de ce que c'est Squaded et en quoi ça peut, révolutionner nos vies? Fais-nous rêver. Ouais. Alors, Squaded aujourd'hui, c'est une plateforme d'ambassadeurs, et de social commerce. Alors, la plupart des marques aujourd'hui, ils vont investir énormément sur, sur des pubs, sur des influenceurs. Ça va créer beaucoup de notoriété. Ça veut dire que ça va peut leur permettre d'avoir de l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est vraiment cool. Mais comment ils font? À la fin, le but d'une marque, c'est de générer du revenu. Comment on peut les aider, nous, à générer, grâce à la technologie, à générer du revenu? Donc, comment transformer les ambassadeurs, leurs clients fidèles, leurs fans sur les réseaux sociaux en vendeurs. Et le but de notre technologie, c'est de faire ça. C'est de transformer leurs followers, leurs fans, toutes ces personnes-là en vendeurs. On va créer des programmes avec des rewards, donc avec des récompenses, où ils vont pouvoir créer leur communauté, donc inviter plusieurs personnes, plusieurs types de personnes à, euh, à postuler pour faire partie de leur communauté. Et quand ils font partie de leur communauté, on va leur donner à chacun une sorte de mini boutique sur le site. Donc imaginez demain vous êtes ambassadeur de Sephora, ou plutôt moi je suis ambassadrice de Sephora. Je vais avoir ma propre boutique, ma propre mini boutique sur Sephora. Donc quand demain Sephora travaille avec moi et me dit bah fais un post pour voilà pour promouvoir je sais pas le nouveau gloss, je vais pas uniquement faire un post, je vais aussi pouvoir rediriger mes followers, ma communauté, sur ma boutique sur Sephora. Donc Sephora slash Elisa. Donc je vais avoir non seulement de la notoriété, donc on va aider les marques à créer cet engagement-là, à créer, à avoir le plus de contenu possible. Aujourd'hui, on parle du GC, donc avoir le plus de contenu possible, Mmh. c'est le futur User d'avoir generated content, c'est ça, hein? exactement, user generated content. On parle de contenu qui est authentique, pas du contenu d'une superstar, du contenu authentique de personnes qui aiment vraiment la marque, qui créent du contenu. Aujourd'hui, on fait confiance, on fait le plus confiance au contenu authentique et moins au contenu influenceur. Donc avoir le plus possible de contenu authentique et derrière pouvoir transformer ça en vente. Parce que c'est sympa d'avoir du contenu, mais comment je fais pour derrière convertir? Donc chaque ambassadeur va avoir sa propre boutique où il va pouvoir poster ses contenus et derrière la marque va pouvoir récupérer le contenu. Donc nous on va permettre aux marques de créer une vraie journey des réseaux sociaux jusqu'à l'achat en fait, jusqu'à l'achat sur le site. Et ça permet aux marques de aussi pas perdre le client parce que toutes les informations quand elles restent sur les réseaux, c'est cool d'avoir de l'engagement, mais elles restent sur les réseaux. Donc reprendre le contrôle sur les datas des ambassadeurs, de leurs clients sur leur site. Donc nous, on Ça veut permet de dire faire tout que ça. aujourd'hui, n'importe qui peut être ambassadeur de n'importe quelle marque à peu près, c'est ça? Exactement. Bah, si client Squaded, de client Squaded, Oui, bien donc sûr. demain, voilà, donc demain, quelqu'un va pouvoir devenir ambassadeur d'une marque qu'il aime, pouvoir créer du contenu pour cette marque-là et être récompensé pour le contenu ou pour les ventes qu'il va générer. Donc c'est win-win. La marque, elle a tout à gagner. Elle va avoir des fans, une communauté, de l'engagement et avoir des ventes générées. Et en tant que fan ou ambassadeur de la marque, bah, on va recevoir des récompenses pour le contenu que je vais créer en tant qu'ambassadeur. C'est génial et Squaded, rapidement, c'est sous forme de plateforme, c'est une Ouais, application, c'est un site c'est web, c'est quoi? Alors c'est une plateforme SaaS. Alors on a une Ouais. application Shopify pour les personnes qui sont sur Shopify où ils peuvent directement la télécharger ou sinon c'est une plateforme qu'ils peuvent intégrer sur leur site et nous on va créer cette technologie-là sur le site de créer des mini boutiques. Donc c'est une forme d'extension en fait, que tu mets à ton Exactement. Alors browser, c'est pas voilà, c'est une sorte extension d'extension, mobile. c'est une plateforme qui s'intègre au site. OK, vous êtes et B2B, enfin vos clients et B2B et B2C du coup, si je comprends bien? Alors on est B2B2C, Ouais, parce que B2B2C. notre quand, nos utilisateurs
sont les influenceurs et les clients de la marque, les personnes qui vont revoir la plateforme, mais on a aussi les marques. Donc nous, on vend aux marques, mais derrière, les personnes qui vont utiliser la plateforme sont les influenceurs et les utilisateurs. Mais quand ils utilisent la plateforme, ils ne savent pas que c'est Squaded. C'est un peu, c'est quasiment white label. Ou quand tu arrives sur Sephora, par exemple, tu sais pas que tu es sur Squaded, tu vois juste une plateforme où tu peux interagir, où tu peux liker, où tu peux voir des contenus d'influenceurs. Super idée. Juste pour nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas vraiment bien compris B2B, B2C, donc B2B, business to business, quand du coup nos clients sont des entreprises ou un groupe. B2C, customer, business to customer. Donc business à un particulier, Instagram, Facebook. Voilà, vous avez Mmh. bien compris. Voilà, voilà. Bah, très bien. Franchement, super idée déjà. Bravo. Merci. Bravo. Moi, j'aimerais juste revenir sur un. Donc, on t'a demandé la permission d'abord d'en parler. Tu nous as dit Ouais. qu'on pouvait en parler. J'aimerais savoir comment est-ce que c'est de monter une entreprise quand ton associé, c'est un membre de ta famille. Comment est-ce que ça se passe au quotidien? Et d'ailleurs, l'idée était la tienne ou celle de ton père, du coup? Alors c'est ça, c'est surtout ça. Il faut savoir que, bah, les chiens ne font pas des chats. Tout ce qui est entrepreneuriat, technologie, bah, je pense que ça vient aussi de mon père. J'ai été un peu, bercée là-dedans. Mon père, c'est toujours été un peu un geek, qui s'intéressait. Il a créé lui, il avait déjà une entreprise où il avait une sorte d'incubateur de start-up, donc il avait beaucoup travaillé avec les start-up. Donc c'était dans ses idées d'un jour de créer une start-up. À l'époque, il travaillait sur un projet qui était complètement différent et comme, bah, j'avais ces connaissances de L'Oréal, il me demandait, de temps en temps, il me demandait de l'aide donc voilà, pour partager mon avis, arranger les présentations, être, à re raffiner, peaufiner l'idée, être sûr de voilà, de faire du brainstorming comme ça. Donc au début, c'était, quelques heures par-ci par-là, jusqu'à que ce soit, quasiment, tous les jours où on s'asseyait ensemble, je rentrais du travail et la nuit, je commençais mon deuxième job, sur la start-up. Ouais, c'est un peu le vie de l'entrepreneur, ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc je commençais, et on commençait à réfléchir et lui, il avait une idée qui était quand même différente, qui était basée sur le même concept, mais qui était quand même différente, en fait, l'idée, elle a commencé, comment on pouvait demander de l'aide à des personnes. On s'est rendu compte que quand on achète un produit, lui, il faisait surtout sur des produits, son idée, c'était sur des produits qui étaient plutôt compliqués à acheter. Alors compliqués, quand je veux dire compliqués, c'est qu'ils sont complexes. Par exemple, je veux acheter un ordinateur, je ne sais pas exactement quelle chose regarder, je vais acheter un frigo, par exemple, électroménager, quelles sont les spécificités que je dois regarder. Donc il a dit, on va toujours demander à un pote, à une personne qui s'y connaît, qu'est-ce que tu en penses? Il bah, faudrait avoir ce système-là sur le site. Donc il avait testé, il avait cette idée-là, et donc il me l'a raconté, on était en train de travailler dessus. Quand il m'a raconté cette idée, je lui dis, bah, c'est dommage de mettre uniquement sur les produits, voilà, que l'électroménager, électronique. Faudrait, c'est finalement demander l'avis à une personne ou s'inspirer de personnes. Les influenceurs, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, faudrait ouvrir cette cette technologie-là, pardon, pas uniquement à ce genre de produit, mais ça pourrait marcher en fait sur n'importe quel produit. Et donc on a commencé comme ça, où il avait cette idée, il avait commencé à un peu la discuter avec des marques, des investisseurs, et ça prenait pas trop. Et quand on a changé, on a un peu pivoté l'idée, il a dit: «Bah, je vais tester, je vais aller revoir les investisseurs, je vais aller revoir surtout les clients pour voir si ça les intéresse», et il est parti voir des clients complètement différents dans les marques de mode, et là ils lui ont dit: «Ah bah, ouais, ça a l'air super ton idée, c'est vrai ça ce que tu dis». Donc c'est comme ça où je me suis dit: «Bon là il y a vraiment quelque chose», et là je suis vraiment, engagée, involved dans le projet, donc je vais quitter L'Oréal et me lancer avec mon père. Donc ça a commencé, pour répondre à votre question, ça a commencé avec mon père. Ça a des côtés, géniaux. Bah, avoir un cofondatrice, c'est une personne avec qui, bah, faut savoir que c'est intense de créer une start-up, c'est très intense. Donc une personne évidemment avec qui on s'entend bien, une personne à qui on fait confiance, et je pense qu'avec un membre de la famille, c'est quelque chose j'imagine si j'avais dû faire une start-up avec une personne que je ne connais pas ou avec une amie, c'est sûr que c'est différent qu'avec un membre de la famille. Parce un membre de la famille, en tout cas dans mon cas, c'est des personnes avec qui on a une confiance, mais aveugle. Donc c'est Ouais, beaucoup plus facile et de se séparer les tâches et de demander conseil, et donc et ça, de c'est se dire vraiment les choses aussi peut-être, parce qu'il de y se a dire il y a la ce chose, il y a cet de se amour dire la chose. perpétuel en réalité donc Exactement.
Donc c'est Ouais, ouais. exactement ça, c'est on peut se dire les choses, on est très ouverts, l'un, avec l'autre. Après, ça a aussi, voilà, si on le prend à l'extrême, ça a aussi ce côté où on va se dire les choses, avec une personne qu'on connaît pas ou avec qui on n'a pas vécu toute sa vie, on va prendre quand même un peu des pincettes. Quand on travaille avec son frère, sa sœur, son mari, son père, moi en l'occurrence, ben, on va pas prendre de pincettes. Donc ça peut des fois exploser, et ça explose. Ouais, Faut dire ce qu'il en est. Donc c'est aussi ça, ça a ce côté-là où, bah, on va se dire la vérité en face. Quand on ouais, n'est pas d'accord, bah, ça va exploser parce qu'on n'a pas ce bloc-là où justement quand c'est une personne qu'on connaît pas, bah, on va prendre quand même ouais. un peu de distance. Bah, là, on s'en fout quoi, s'il faut crier, on criera. Donc on fait, donc ça a ce côté-là. Après avec mon père, on a aussi, et ce qui est important, je pense, en général avec un cofondateur, c'est avoir des skills complémentaires. Moi, je viens du monde du marketing, lui vient du monde de la tech. Donc, c'est quelque chose que moi, je connais pas tellement, même si voilà, j'avais fait des choses avec, des partenariats avec YouTube, avec Google, c'est pas mon domaine et lui, inversement, s'y connaissait moins en marketing, moins dans le monde du même s'il a travaillé dans le monde du retail, moins de ce côté-là du retail. Donc on a pu aussi s'apporter, des skills complémentaires. Lui, il a une expérience aussi, bah, forcément, c'est mon père, il a pas le même âge que moi. Donc il a cette expérience-là, il a déjà créé plusieurs entreprises, donc il a cette expérience-là. Moi, je viens aussi avec cette, un peu, fraîcheur, naïveté, créativité. Donc on va être complémentaires sur ce sujet-là et je pense que même en règle générale avec des cofondateurs, c'est très important de bien séparer les tâches et de bien savoir, bah, chacun sa force et de pouvoir allier, nos forces et ça, c'est quelque chose que j'ai avec mon père, donc qui nous a permis de, voilà, de bosser ensemble. Rassure-moi, tu arrives quand même à dîner ou déjeuner avec lui sans parler que de boulot? Voilà, c'est difficile. Bah, des fois, on s'échange, je vais juste vous raconter, je crois que c'est ce matin, on s'échange des mimes où il dit: «Ouais, tu sais, que tu es tu sais que tu es founder d'une start-up quand, même la nuit, tu rêves à ta start-up. Donc, tu rentres à la maison, tu de pas parler». Bon, moi, quand j'habitais chez mes parents, tu de pas parler de la start-up. Souvent, ça va arriver, on essaye de: «OK, OK, non, ah, ah, attention sujet, sujet Ouais, ouais. fragile, changer de sujet. Après bon, ça devient une blague, un peu un running gag, dans la famille, hein. Tout le monde va donner son avis forcément quand on fait avec la famille. Aujourd'hui, bon, comme j'habite plus à mes parents, c'est un peu plus facile. Ouais, c'est vrai que quand tu commences à entreprendre avec ta startup, finalement, ça devient ta vie, quoi. Ta vie, Ah ça devient à part ah ça entière, quoi. C'est vraiment c'est tout le temps ça là, quoi. demande, et ça demande voilà, je pense que c'est une super expérience, mais ça demande, tous les jours une, force, mentale, très, très forte. Voilà, très forte. Faut savoir, c'est vraiment un roller coaster et je le dis et je le redis depuis le début, il y a des jours où c'est très high et là, c'est extra, on danse dans le bureau donc c'est vraiment cool. Vraiment c'est de l'ambiance, c'est incroyable, c'est des highs où on a été capable de créer quelque chose de zéro quoi, d'une idée qui venait dans notre tête, à avoir un produit, des gens, des millions de personnes qui l'utilisent, donc c'est une vraie satisfaction, mais aussi des très gros downs où et ça peut aller de high en down très facilement. Donc faut être costaud Bien mentalement, c'est accroché. pas facile. Voilà, faut être bien accroché, c'est pas facile tous les jours, mais ça reste une bonne expérience. Très bien. Et Elisa, tu nous as dit donc le Squadid est né en fin 2019. 2019 qui dit Covid. Donc voilà, nous on a Ouais. enregistré le dernier épisode avec Sébastien Caron, fondateur de Mapster, qui est, bon, je Mmh. sais pas si tu connais, mais une app Ouais, ouais. justement pour sortir et noter ses adresses. Donc lui, il nous a dit que c'était une catastrophe. Voilà, il a Ouais, Il a c'est perdu très, perdu très dur. 100 de ses ouais, utilisateurs. 95 ou C'est 100% de horrible. ses utilisateurs, ce qui est normal. Les gens ont arrêté de sortir, donc voilà, ils Bah oui. pouvaient plus vraiment utiliser l'application. Voilà. Donc moi, la question que je me pose, c'est pour vous, ça a été avantageux ou le contraire? Parce que en fait, vous, c'est qu'en ligne, du coup, j'imagine. Donc ça. Mmh mh. Bon, j'attends. Voilà, Ouais. dis-moi. Bah, alors, c'est c'est vraiment la clé de l'entrepreneuriat. Nous, on a donc commencé en 2019. Donc on avait, notre MVP, alors, minimum viable product, Viable product, ouais. une version légère, disons, Un de notre prototype. produit.
voilà, une sorte de prototype. On est parti me le montrer à des clients parce qu'on voulait être sûr de bien valider le besoin. Donc on le montrait à des clients. On a un client qui nous a dit OK, nous on est chaud pour le lancer. Donc ça c'était vers mi-2019. Donc OK, je quitte mon job, on se lance à fond. Covid, le client, donc il faut bien savoir que nous on travaille avec des marques qui sont en ligne mais aussi qui ont des magasins. Et le client nous dit: «Mais vous êtes rigolo, mais moi je viens de fermer, tous mes magasins, je dois survivre donc je n'investis rien, je ne change pas mon e-commerce, je Ah ouais. n'investis rien dans la technologie». Donc nous, c'était notre test, notre pilote, ce qui allait vraiment, définir notre futur. Et on se retrouve, bah, OK, on fait quoi maintenant? Donc c'était un vrai, vrai, vrai coup dur. C'était début 2020 donc c'était très dur et on se dit: «Mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible». C'était notre client et Là, on à ce essaye là, à de ce moment-là, autour de vous, tout ouais, s'effondre. voilà, tout s'effondre et on se dit: «Mais c'était le client, ça devait définir notre la suite du projet, ça devait être, c'est aussi notre preuve de main pour aller voir d'autres clients, pour pouvoir leur montrer les résultats, pour pouvoir essayer de comprendre comment améliorer notre produit». Donc vraiment tout s'effondre et on se dit, «When you have lemons, make lemonade». Donc quand on s'est dit: «OK, c'est Covid, les gens ne peuvent pas sortir et nous, on a une technologie qui permet». Alors c'était un peu différent, on avait commencé, nous, on a fait un petit pivot entre-temps, mais le début, c'était tout le monde pouvait être ambassadeur. Aujourd'hui, on a une sorte de filtre, tout le monde pouvait être ambassadeur, donc tout le monde pouvait faire du shopping avec tout le monde. Donc c'était faire du shopping entre amis sur le site et on s'est dit: «Comme on ne peut pas tester avec notre client, on va faire une Chrome extension de notre produit. Et on va le tester. On va voir, on va l'ouvrir à quelques personnes. Je vais essayer de contacter, sur LinkedIn, sur mes groupes d'amis, sur mon Facebook, mon WhatsApp. J'ai envoyé des messages à tout le monde. Vraiment, j'ai saoulé tout le monde. J'ai dit: «Voilà, on a besoin de testeurs, on a besoin de comprendre si notre produit voilà, comment notre produit marche, comment les personnes l'utilisent». On a créé une Chrome extension qui est ouverte, qui est juste pour quelques personnes, mais on a besoin de ce feedback-là. Donc on a commencé comme ça, on s'est dit: «OK». Donc moi j'essaye d'avoir le maximum d'utilisateurs avec les ressources que j'ai. Je vais sur LinkedIn et je poste sur LinkedIn, je dis: «Voilà, je suis entrepreneur, je sais que c'est le Covid, mais on va lancer quelque chose qui est peut-être révolutionnaire», surtout quand on parle de shopping en ligne, qui va changer la façon dont on fait du shopping en ligne. Et là, heu je ne sais pas comment, j'ai une personne qui me contacte, alors qui est journaliste, qui me dit: «Ah bah, ça a l'air très intéressant, ce que tu proposes, j'aimerais bien discuter avec toi, comprendre c'est quoi ta vision, essayer de comprendre c'est quoi ton produit». Donc moi je me dis: «OK, hein». Je vais commencer à discuter avec elle. Je discute avec cette personne, donc elle me pose plein de questions sur d'où vient l'idée, elle se spécialisait aussi sur les marchés asiatiques. Il faut savoir qu'en Chine, par exemple, le social commerce est très développé. Ça n'a rien Bien à sûr. voir avec nous, avec notre marché, heu le live shopping, c'est déjà très développé, c'est très différent. Donc elle dit: «OK, c'est très intéressant parce que tu prends une nouvelle approche, du social commerce, c'est pas encore développé. Peut-être qu'avec ton approche, tu vas instaurer quelque chose de nouveau». Donc vraiment, j'ai une discussion très sympa avec elle et elle me dit: «Bah, tu sais, je vais écrire un article et sache que voilà, en mai, je me souviens plus exactement, je vais publier un article». Je me dis: «OK, d'accord». Donc nous, on continue avec notre extension. On commence à récupérer un peu de data, un peu de feedback, de voir comment ça marche. Et là, un matin, je sais, elle m'avait dit: «Voilà, l'article va être publié, cette date-là». J'ouvre l'article qu'elle m'envoie et je vois que c'est, un article sur Vogue Business. Non. Donc Vogue Waouh, Business, faut savoir que c'est très quand même une balèze. référence dans le monde du retail, dans le monde du retail. Vogue Business, c'est des millions de lecteurs, c'est Condé Nast, donc c'est du Quand level. cette personne-là te Alors contacte, tu le je sais pas? savais je savais que c'était Vogue Business, mais je sais que voilà, c'est des journalistes, je savais qu'elle allait mentionner quelque chose, mais voilà, ils font des articles sur les technologies, de l'année prochaine et je pensais qu'elle allait mettre un petit encart avec, «Ah bah, Ouais. avez-vous découvert, cette nouvelle technologie?» Et là, je me rends compte que c'est un article entier dédié au social shopping. Donc avec notre technologie, faut savoir que c'est une technologie, on est sur un MVP, donc quelque chose de super basique. Vraiment très, très light. On n'a pas c'était vraiment un test et hem et je vois cet article-là et là, on a des marques qui commencent à nous contacter. Donc c'était au tout début, quoi. On était que 2, on était mon père et moi. On a des grosses marques qui nous contactent. On n'avait pas, on était un peu, voilà, on était en mode test, quoi. Donc c'était génial parce que j'ai eu des conversations avec des personnes,
avec lesquels j'aurais jamais pensé avoir, surtout à ce niveau-là de la start-up. Donc ça nous a ouvert pas mal de portes. On a aussi grâce à ça, on a eu d'autres articles qui sont nés parce que ça a suscité beaucoup d'intérêt, surtout pendant le Covid. Donc faire du shopping ensemble, en ligne, c'était, très, très novateur. Faut savoir que, bon, personne ne peut sortir de chez soi. Faire une virée shopping entre copines en ligne, c'était quelque chose et c'était à l'époque de le Netflix, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait Netflix Party, pour faire du Oui. Netflix à plusieurs. Bah, nous, on faisait le shopping party, donc du shopping à plusieurs sur le site. Donc ça a suscité, c'est comme ça qu'elle l'appelait aussi, hein, donc ça a suscité beaucoup d'intérêt. Grâce à ça, on a eu, beaucoup d'articles dans les médias et ça nous a ouvert des portes et ça nous a permis de nous développer, d'ensuite de découvrir, d'avoir d'autres clients et de finalement pouvoir lancer notre technologie. Donc finalement, ça a commencé par une situation où on était effondrés. On s'est dit: «Bon, bah, on va fermer quoi, hein». Ce fut court comme expérience et Pour, ça nous a ouvert des portes. pour une jeune startup d'ailleurs, c'est quelque chose que tu conseillerais peut-être pour, se faire connaître un peu plus, je sais pas, d'aller contacter directement, je sais pas, des journalistes, des gens sur LinkedIn pour, essayer de créer un max de, je sais pas, d'articles par exemple? C'est une stratégie que tu conseillerais? Ou ça dépend Alors je de pense que ça va dépendre. Je pense que faut dire, c'est aussi un mix de chance, de ouais. timing, de chance. Je contactais aujourd'hui, je pense que on en contacte de temps en temps. Il y a beaucoup de startups qui font des PR très souvent. C'est rare que ça prend. Je pense que ça vaut toujours le coup d'essayer d'avoir des articles parce que peut-être ça va prendre, mais ça c'est plutôt c'est un peu un coup de poker aussi. Et nous, grâce au timing du Covid, finalement, je pense que ça a beaucoup joué pour que l'article a suscité beaucoup d'intérêt. Même après, j'ai pu discuter avec des personnes de Condé Nast qui m'ont dit voilà, cet article-là spécifiquement a eu beaucoup d'intérêt. On aimerait plus comprendre ta technologie. Donc, grâce à ça, je pense que le mix entre le timing, la technologie, ce qui s'est passé a fait jouer a joué en notre faveur. Donc, oui, je conseillerais de le faire, mais je pense que c'est quand même, ça demande quand même beaucoup de chance ou aussi avoir une très bonne histoire. Faut raconter une histoire et je pense que c'est quelque chose qu'on a Storytelling, fait ouais. nous quand avec voilà, storytelling hyper important où nous on est arrivé, ça s'appelait pas Shopping Party, ça s'appelait Squaded et on s'est dit: «Bah, on va faire l'extension qu'on va créer, on va juste créer une extension qui s'appelle Shopping Party». Donc on a décidé volontairement de l'appeler comme Netflix Party, donc on l'appelait Squaded Shopping Party. Donc on a créé une sorte de storytelling autour de ça pour essayer de susciter l'intérêt aussi. Donc c'est très important quand on parle, et je ne suis pas une professionnelle du PR, il y a des gens qui peuvent je pense qu'il y a énormément de ressources pour savoir exactement comment créer son storytelling, mais je pense que ça aussi, ça nous a aidé à trouver, à susciter un intérêt autour de notre technologie. D'ailleurs, cette extension, Chrome, elle est toujours disponible? Non, non, Non. c'était juste pour faire un test, pour avoir voilà, ça nous a permis on a eu, quelques milliers d'utilisateurs, hein. Nous, on pensait avoir une dizaine, une centaine, on a eu plusieurs milliers C'est énorme, d'utilisateurs, bien qui sûr. étaient ouais, donc c'était vraiment cool, quoi et on l'avait fait, ça marchait sur plusieurs sites. On avait dit: «OK, on va le faire sur des gros sites pour voir, pour que ce soit facile pour les utilisateurs». Ouais. Donc les gens allaient sur Assos et pouvaient, faire du shopping Shopping ensemble, donc party. c'était rigolo. Ouais, shopping party. Ah, je suis sûr que ça aurait plu à nos auditeurs ça, d'être sur cette liste-là. Donc c'était cool. Shopping party, moi je fais des pop-corn et tout, je me pose, Ouais, c'est ça. avec des pop-corn et puis on hop, à sauce et voilà. C'est ça, c'est ça, c'est pouvoir partager et aujourd'hui notre produit c'est basé sur ça, hein. C'est pouvoir partager, faire du shopping d'une personne que je connais. Je vais pas acheter, juste d'une marque, c'est une expérience qui est très statique, qui est très boring et je vais acheter d'une personne. Donc je vais pouvoir shopper avec lui, engager avec lui directement sur le site. Une expérience qui est beaucoup plus sociale et moins, commerce. Ah, c'est génial. Très bien. Et Lisa, concrètement, là, si aujourd'hui, l'un de nos auditeurs veut du coup devenir, je sais pas, ambassadeur enfin, je sais pas, par exemple de Sephora, enfin, de l'un de vos Ouais. clients, comment est-ce que ça se passe concrètement? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut payer? Enfin, comment ça se passe concrètement? Alors chaque marque a son programme d'ambassadeur avec ses récompenses, donc c'est la marque qui va définir les récompenses. Après, bah, faut aller sur le site d'une marque, donc soit Sephora, par exemple, on a une marque qui est très connue aux États-Unis, très Gen Z, très, je crois qu'ils ont 1 million de followers sur TikTok, quelque chose comme ça qui s'appelle Everyjoul. Juste aller sur leur site, il va y avoir une page qui s'appelle Devenez ambassadeur, et il faut postuler. Chaque marque va demander aux prospects, aux ambassadeurs de remplir un formulaire. Donc, chaque marque va leur demander, partagez votre Instagram, pourquoi voulez-vous devenir Ah ambassadeur? OK, c'est Et pas ensuite donné à la tout marque le va monde alors. vérifier. Il y a des Non, critères, c'est il y a pas des donné à cases tout à le monde. Il y a cocher. des OK, critères, il y a des d'accord. critères. Il y a certaines marques qui acceptent que tout le monde puisse rejoindre
puissent rejoindre le programme. Il y a quand Certaines même marques des qui mettent filtres, quoi. voilà, Ouais, il y ils a sont des obligés. filtres et surtout, selon le niveau, je vais dire, de l'ambassadeur. Donc par exemple, quand on a des très gros ambassadeurs, des très gros influenceurs, ils vont avoir des récompenses différentes, ils vont avoir Bien sûr. des fonctionnalités différentes. Donc on va permettre aux marques de créer plusieurs types d'ambassadeurs. Et d'ailleurs, il y en a qui sont devenus des superstars, enfin qui avaient, je sais pas beaucoup de Ouais. followers du tout et c'est devenu des rockstars, enfin, sont devenus influenceurs Alors, simplement. qui sont devenus influenceurs, pas force qui je sais pas, Ils ont créé une s'ils ont communauté si quoi, grâce à nous, ils ont vraiment créé une nouvelle communauté, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont pu, en fait, grâce à ça, transformer leur communauté sur Instagram en vraiment communauté engagée. Donc une personne qui faisait un post parce qu'elle adorait la marque et nous, par exemple, dans ce cas de cette marque-là aux États-Unis, elle faisait des posts parce qu'elle adorait la marque, elle peut être récompensée pour les posts qu'elle crée. Donc aujourd'hui, heu, elle va avoir encore plus envie de créer des posts et elle va créer souvent des posts autour de la marque et récompenser à chaque fois qu'elle va générer une vente. Donc pour elle, Mmh. c'est vraiment devenir ambassadrice de la marque, un peu comme égérie de la marque. Donc devenir égérie sans avoir besoin d'être une superstar demain. Donc ça, c'est vraiment cool. Et avoir sa propre page. Donc demain, n'importe qui est accepté à sa page sur la marque elle aime. Donc imaginez, moi, demain, je suis égérie Sephora. Donc, alors que je ne suis pas forcément une Impressionnant. star. Donc ça, C'est ouf. c'est un Faut que vrai, faut c'est un qu'on vrai bosse sur, plus. faut qu'on bosse sur un programme d'ambassadeur La Voix de l'entrepreneur et vous Ouais, serez bah tous ouais. Ouais. égérie, LVDLE. C'est cool. Et tout le monde recevra un badge, un token, Voilà, on essaiera un de développer on un a truc de tout. autour, ouais. Ouais. Ouais, c'est super, c'est formidable, c'est formidable. Elisa, dans Squadit dans 5 ans, où est-ce que tu le vois? Où est-ce que tu aimerais, enfin, quelle est ta conviction? Enfin, je sais pas, où est-ce que tu verrais Alors, Squadit dans 5 ans? c'est une question qui est difficile. Nous aujourd'hui, bah, on voit, on est un peu nous notre vision, c'est être l'innovation du social commerce. Donc aujourd'hui, on voit énormément de TikTok Shop, on voit TikTok, Instagram et nous, notre vision, c'est de devenir, voilà, le leader du social commerce, côté commerce et pas côté réseaux sociaux. Donc si demain, tout le monde pourrait devenir ambassadeur et que, on est une communauté où chacun va avoir son propre, nous on appelle ça des storefronts, où chacun va avoir ses storefronts, où une personne va pouvoir avoir plusieurs storefronts et être la référence sur, que ce soit aujourd'hui on crée un petit peu, si tu veux, un comportement qui est nouveau. Ça n'existe pas cette idée d'avoir sa propre boutique chez une marque. Donc si demain on aimerait créer ce comportement-là et dire: «Bah, voilà, tout le monde, on a une communauté d'ambassadeurs à travers le monde, de tout type d'industrie, de tout type de marque». Donc ça, ce serait le rêve, quoi, d'être comme aujourd'hui, par exemple, les avis clients, c'est un must du e-commerce, bah, d'avoir une communauté d'ambassadeurs avec Squalet, ce serait le must du e-commerce de demain. Donc ça, ce serait vraiment le rêve. Ah, Trop très bien, bien, bah, bah, on croise les doigts avec vous, voilà, on ouais, on espère, vous dans souhaite, 5 ans. ouais, exactement, on vous souhaite, vraiment, plein de succès. C'est une belle boîte en tout cas, on est Merci, trop merci contents. beaucoup. On est trop contents. Bon alors, si tu le veux bien, voilà, pour finir en quelques mots, on va un peu parler de l'entrepreneuriat en général. Et puis surtout, bah, comme chacun de nos invités, tu vas passer par nos questions obligatoires. Ouh là là. Et et voilà, donc ça te dit? On y va? Ouais, on y go. Alors, peut-être pour nos auditeurs, qui voudraient se lancer, ça peut être intéressant d'avoir ton expérience et tes conseils. Quelles compétences, tu considérais comme essentielles pour réussir, en tant qu'entrepreneur? Alors, persévérance. Déjà, faut savoir que c'est pas f comme c'est pas une expérience facile, bah, faut avoir cette niaque justement, pour pouvoir dire, tous les jours, se lever et dire: «Je veux, je suis motivé, je veux y arriver». Donc ça, c'est très important. Je pense aussi, bah, la créativité. Faut trouver, des idées, un peu partout, essayer de penser différemment parce que, trouver comment, voilà, si c'est pour convaincre un client, si c'est pour, trouver une façon d'arranger, de faire que notre produit réponde à un besoin clé. Je pense aussi, il faut être très curieux parce que, voilà, faut chercher, faut pouvoir parler avec
avec tes utilisateurs, avec, avec tes clients. Je pense que ça, c'est aussi très important et faut pas avoir peur. Pas avoir peur. Faut se lancer, faut être capable de se lancer, c'est tous les jours, c'est tous les jours tester. Faut être capable, faut être aussi, j'ajoute autodidacte, c'est un peu à pas avoir peur, autodidacte, je vais le mettre ensemble parce que quand on est, bah, évidemment, on va pouvoir créer, on va rencontrer beaucoup de monde et il faut savoir apprendre seul et aussi pouvoir apprendre des gens parce que, finalement, c'est une expérience qui se fait, c'est un peu tout seul. Entrepreneur, c'est pas quand on est comme quand on est dans une grosse boîte et il y a énormément de monde et on peut apprendre de tout le monde, bah, ça c'est tout seul et on va grandir au fur et à mesure. Donc faut savoir, faut se lancer, pas avoir peur et apprendre de chaque expérience, que ce soit une réussite ou un échec, parce qu'il faut apprendre de ses échecs, surtout de ses échecs, pour mieux avancer. Ouais, c'est un beau message. Ouais, super. Donc pour la deuxième question habituelle, comment parviens-tu à maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée, étant donné, voilà, tes défis, d'une start-up? C'est très dur. C'est J'imagine. très, très dur. C'est très dur. Pour être honnête, au début de la start-up, et peut-être que c'est différent des autres personnes, des autres invités que vous avez eus sur le podcast. Nous, on est encore une start-up qui est jeune et au début de la start-up, faut savoir que ça demande, beaucoup de temps, souvent, malheureusement, au détriment de la vie personnelle. Donc au début, c'était aussi une chance parce que c'était le covid, donc personne ne sortait. Donc moi, c'était pas très grave. Finalement, Ouais, j'étais tout le temps en train de travailler dessus. Donc ça, c'est très important et après, bah, faut savoir, surtout avec la famille, il faut savoir se mettre des limites. Donc s'accorder du temps avec la famille, mettre des priorités, savoir où est la priorité à chaque fois. Évidemment, les priorités changent, c'est normal. Plus on avance, plus faut savoir déléguer, au fur et à mesure qu'on avance, dans la start-up. Souvent, au début, comme c'est à nous, on fait tout, quasiment tout et après, il faut apprendre à déléguer justement pour pouvoir, dédier des moments avec sa famille, avec ses amis. Il faut même, ça même reste des si des fois moments c'est importants. très difficile, ouais, même si des fois c'est très difficile, faut vraiment, savoir, dédier et moi je vous le dis et j'essaye moi-même d'écouter mes conseils, mais c'est très difficile, c'est quelque chose qui est difficile donc c'est important, il y a, moi-même je vais me faire, des fois vraiment des timetable où je vais me dire: «OK, ça, voilà, il y a 20 minutes où je m'accorde, une pause, 20 minutes où, je vais devoir faire un soir obligatoire où, je ne travaillerai pas», pour, justement se forcer à avoir ces moments-là, dédiés à amis, à famille. Bien sûr. Un message peut-être d'encouragement ou d'inspiration que tu souhaiterais, voilà, transmettre, bah, à tous nos jeunes et moins jeunes auditeurs qui rêvent de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Alors pour les jeunes et je pense aussi aux étudiants par exemple que je mentor, faut croire en soi. Faut pas avoir peur, faut croire en soi et je pense que, apprendre à avoir confiance en soi, c'est aussi, quelque chose de très important quand on est entrepreneur parce que, bah, faut se lancer, faut se dire, «Je suis peut-être fou, mais il faut quand même y aller». Faut pas avoir peur de l'avis des autres, faut pas avoir peur de se lancer, d'avoir des idées, de poser des questions. Très important d'être capable de demander l'avis de gens, de même sur LinkedIn aujourd'hui, voilà, LinkedIn, aller approcher des gens, leur demander leurs avis. Il y a peut-être, 99 de chances qu'ils vont pas répondre, mais il y a peut-être une bonne surprise, voilà, comme l'histoire du Bien sûr, journaliste il reste où toujours j'ai 1. lancé voilà, il reste toujours 1. Donc surtout, quand on est en début de carrière, il faut prendre d'abord tous les projets voilà, faire des projets perso, les projets de la fac, prendre toutes ces opportunités-là et se faire confiance pour aller, à fond s'il y a quelque chose qui vous motive, qui vous passionne, y aller à fond, il y a rien à perdre, même si c'est un échec, ça sera la plus grande leçon. Donc Ouais. il y a qu'à apprendre. Ah, super beau message. Franchement, s'il y a un auditeur là qui a pas envie de se lancer après ton message, n'hésite pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Heu, Si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, peu importe, enfin, que tu le connaisses, que tu le connaisses pas, qui serait-il et quelle question tu aimerais lui poser? Ah, il y a zéro limite, hein, vraiment, tu peux y aller. Le membre de la famille, ça compte. Oh là là, c'est dur comme question, c'est très dur comme question. Le On premier Alors a qui te on j'essaye de a vient. réfléchir. dernier podcast, le dernier épisode, on a Sébastien Caron qui nous a dit: «Voilà, j'aimerais demander à l'ex, directeur d'Instagram,
ses meilleurs spots de café, par exemple, parce qu'il est fan de Ah café. c'est ah ouais, bon ah ouais, moi j'étais plus, sur le côté, moi j'étais plus en train de réfléchir, Ça peut être ce que tu veux. business. Ouais, je réfléchis, j'essaye de réfléchir. J'en ai tellement qui me viennent en tête. Je me dis, si on parle d'Instagram, Facebook, les plus petits aussi, mais qui sont quand même Bah, ouais. intéressants, il y a plein de choses qui me viennent en tête. J'ai pas une personne particulière, mais ce qui m'intéresse toujours de savoir, c'est, c quand moi je vois des entrepreneurs aussi, c'est, qu'est-ce qu'ils ont appris? Les échecs, en fait. Pourquoi? Même quand, par exemple, des personnes qui sont dans le même domaine que moi, OK, bah, pourquoi ça a pas marché? Qu'est-ce que tu as appris? Parce que essayer, bah, d'apprendre des leçons des autres, et toujours, c'est quelque chose qui m'intéresse, quand, je vais discuter avec pas forcément des grands entrepreneurs, hein, c'est, pourquoi ça a pas marché? Qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire mieux? Ça c'est une des questions que j'aime bien poser et que je pense que c'est celle qui peut t'apprendre le plus, sur, bah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quoi. Ouais. Trop bien et du coup, bah, parmi ceux-là, peut-être qu'il y a des entrepreneurs ou peut-être un entrepreneur que tu souhaiterais voir participer à ce podcast, à la voix de l'entrepreneur? Alors, il y a pas mal, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'inspirent, beaucoup. Heu, je réfléchis, bah, par exemple, je vais vous donner un exemple parce que c'est une personne j'aime beaucoup aussi les entrepreneurs qui sont, surtout quand on est une jeune start-up, bah, parler à des grands entrepreneurs, c'est difficile et j'aime beaucoup il y a certaines personnes d'entrepreneurs qui vont être très humains et récemment, je discutais, j'essayais sur LinkedIn, voilà, de contacter des gens, de voir s'ils me répondent. Ça rarement sont ceux qui répondent et je contactais le CEO de Content Square, Jonathan Cherki, je crois que c'est ça son nom et voilà et je lui ai écrit et c'est ce côté humain-là où il m'a répondu, il m'a conseillé, voilà, je lui avais demandé un conseil sur quelque chose. Moi, c'est quelque chose que j'adore, ça m'est arrivé, 3-4 fois où, c'est des personnes qui vont me répondre directement, je trouve ça vraiment cool. Donc à chaque fois qu'il vient dans des podcasts, je l'écoute parce que moi, j'aime bien ce côté humain où j'ai l'impression, bah, ça peut être quelqu'un que voilà, c'est pas quelqu'un d'intouchable, Ouais. c'est très inspirant. Donc C'est moi j'aime quelqu'un beaucoup. qui Donc m'inspire voilà, énormément aussi et que voilà. j'écoute Ah ouais? aussi, ses podcasts donc voilà, tu es la bienvenue si tu veux lui envoyer un Ouais, message, lui dire: «J'ai ouais, participé à la voix de ouais. l'entrepreneur, tu veux passer?» Avec Je peux le Jonathan, grand, on grand tenter, hein, plaisir. t'attend. je peux le tenter, hein, mais en tout Bah, cas, j'espère c'est qu'il quelqu'un, écoutera moi cet épisode. il y a pas mal de marques comme ça où c'est de très grosses marques, mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps où je lui ai écrit, où je me suis dit: «Bah, il va jamais me répondre». Il me dit: «Bah si, vas-y, ouais, viens, on discute». Évidemment, c'est des gens qui sont très occupés, mais qui vont me rediriger vers une personne ou vers un article, quelque chose comme ça et moi, je trouve ça, qu'ils vont dédier leur temps pour répondre et pour, aider des entrepreneurs. Je trouve ça trop, trop cool. Chère Elisa, merci beaucoup, voilà, d'avoir été là à notre micro et à nous partager toutes tes expériences qui seront, j'en suis sûr, enrichissantes pour plus d'un. C'était un Merci à super vous, moment pour nous. Vraiment, on pour espère moi que ça l'a aussi. été, ah bah, génial, on espérait ça. On espère que ça l'a été aussi, voilà, pour les auditeurs de La Voix de l'entrepreneur. Elisa, tu as un petit mot de la fin? Bah, si voilà, si j'ai inspiré des jeunes auditeurs ou qui ont besoin de conseils, moi je suis toujours, j'essaye de répliquer ce que j'aime beaucoup chez les autres. Donc s'il y a besoin de conseils, je suis là. S'il y a besoin, j'adore aider les étudiants. J'aime beaucoup essayer de voilà, s'il y a des personnes qui veulent se lancer, qui savent pas trop comment faire, je ne suis pas la professionnelle. Je peux pas dire que j'ai fait, 10 exits et que, c'est l'entrepreneur successful entrepreneur, mais si je peux aider, moi j'essaye de répliquer ce que j'aime beaucoup chez les autres. Donc je suis là, n'hésitez pas à me contacter. C'est Merci adorable, c'est pour adorable. tout Voilà, Elisa, merci pour tout. ouais, merci beaucoup. On vous l'avait dit en intro, elle est jeune, elle est fraîche, elle est dynamique, elle a beaucoup de talent et on vous a pas menti. Vous avez vu tout ça, donc on vous mettra son LinkedIn dans la description pour que, tous ceux qui ont besoin, puissent te contacter et puis voilà, merci beaucoup Elisa, Merci à vous. heu, merci Raph, merci à vous chers auditeurs. Bonne année. Voilà, c'est que du kiff, vraiment de partager avec vous, chaque épisode de nouvelles histoires. On ne vous le dit pas, mais c'est uniquement grâce à vous, voilà, que la voix de l'entrepreneur se construit et prend un peu plus d'ampleur. On espère que ça vous a plu et puis, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de streaming, voilà, à commenter, à mettre des avis, c'est ultra, ultra important pour nous. Voilà, on vous remercie. Rejoignez-nous sur Instagram, sur LinkedIn, La Voix de l'entrepreneur, c'est toujours pareil. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode, un tout nouvel invité et encore plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. À très vite, merci beaucoup, salut à tous.